Bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus. Je suis très heureuse de vous retrouver en vrai, en physique, pour cette manifestation, sans masque aussi. Charlotte me confiait qu'on était près de 200 ce soir. Donc ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, je suis Céline Savoie, je suis directrice de Lille Design. Et on a l'habitude de se définir comme étant une plateforme de développement économique par le design. On accompagne les porteurs de projets qu'on connecte avec des designers, pour faire court. Et puis aussi, on organise des manifestations comme celle-ci, parce qu'on pense que plus on invite des designers à parler de leurs pratiques, à parler de leur démarche, mieux c'est, et surtout que tout cela favorise les commandes et les interactions entre les porteurs de projets, les designers, les commandes auprès des designers. Donc pour nous, c'est des moments un petit peu clés, et cela fait partie de nos missions d'acculturation au design. Et d'ailleurs, je dois vous dire que cette année, on organise 2 grandes manifestations comme celle-ci. La prochaine aura lieu au Tripostal à Lille dans le cadre de la saison Utopia de Lille 3000, et ce sera le 1er juin. On vous en reparlera bien évidemment, mais voilà, sachez qu'il y a un autre temps fort. Et alors ce soir, donc, place au design graphique, et c'est donc un champ du design que nous allons éclairer ce soir avec la venue et l'intervention d'Alexandre Dimos, qui est designer graphique, éditeur, cofondateur du studio de création de Valence, fondé en 2001. Merci d'être avec nous ce soir, Alexandre. Merci beaucoup. Alors évidemment, le contexte est favorable, bien entendu, à l'invitation d'un tel studio de création. Vous devez savoir qu'il s'agit de la 4e édition du festival Combo Combo qui a lieu en ce moment. C'est un festival de design graphique et c'est pourquoi nous proposons ce format de façon à valoriser, à promouvoir aussi le design graphique. C'est aussi une façon pour nous d'apporter notre soutien à ce festival, qu'on est très attentif à ce que vous faites. On vous connaît bien, on se connaît bien et d'ailleurs on vous retrouvera après l'intervention d'Alexandre. On aura l'occasion donc d'accueillir Benjamin Barrault du studio lillois Atelier Bien Vu et puis Nicolas Millot, autre studio lillois, Surface Studio. Donc on vous retrouvera sur scène au moment de la table ronde après l'intervention d'Alexandre. J'ai une série de remerciements à formuler. Déjà, en premier lieu, au Grand Playground, merci de nous accueillir et je crois savoir que c'est pratiquement l'inauguration de votre lieu. Merci infiniment pour la confiance, Luc. Et puis, je voudrais remercier mon équipe, en particulier Charlotte et Julien, d'avoir si bien préparé et organisé cette grande manifestation et l'événement qui a bien été communiqué. Merci également à RM Mobilier, fabricant de meubles à Lille, qui nous a prêté le mobilier sur scène. Alors, avant de vous présenter Alexandre, je vous livre le déroulé de la soirée. L'intervention d'Alexandre sera donc suivie de la table ronde, puis d'un échange avec le public et aussi avec les étudiants qui vous ont préparé des questions, Alexandre. Donc merci aux écoles d'avoir joué le jeu avec vos étudiants. Alors j'en ai déjà identifié ici, voilà, qui vont vous poser des questions. Il y a une autre école aussi, je crois qu'il faut que je retrouve Maxime, mais je ne sais pas où il est encore, de l'ESDAC. Voilà, merci, super. Donc on viendra vers vous pour avoir les questions de vos étudiants. Merci d'avoir joué le jeu. On devrait finir les interventions autour de 20h. Et puis après, vous aurez plusieurs possibilités, soit de repartir chez vous ou ailleurs que chez vous. Et sinon, la possibilité aussi de partager un verre avec nous, histoire de prolonger les échanges de façon informelle. Alors, ceux qui sont munis d'une pastille bleue, vous êtes un petit peu privilégiés. Ce sont nos administrateurs, comme Colette, comme Thierry. Ce sont également nos adhérents et puis nos invités. Et ils pourront donc profiter du cocktail. Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre autour des corners Lille Design et Combo Combo. La possibilité d'acheter les affiches conçues par des graphistes invités dans le cadre du festival et également les éditions de Lille Design, dont la dernière parution 10 ans de design en Haute-France a été conçue par les produits de l'épicerie. Merci à Jérôme Guimbert d'être avec nous ce soir. Voilà, dernière info, sachez aussi que ce sera en replay, la séance sera filmée et elle sera ensuite disponible en replay sur notre site internet d'ici une semaine, 10 jours, me disait Charlotte. Alors, je voudrais vous présenter donc Alexandre. Alexandre, donc, vous assurez la direction, la conception graphique, le suivi de production et de fabrication des projets de Valence. Vous assurez également la direction éditoriale des éditions B42.
Votre parcours, eh bien, vous êtes diplômé de l'école d'art de Valence en 1999, d'où le nom de votre studio. Vous êtes également diplômé des arts décoratifs de Paris quelques années plus tard en 2001. Et c'est donc en cette même année que vous créez le studio de Valence avec Gaël Etienne. Et à partir de là, vous n'êtes pas des mecs cool. Enfin, c'est ce qui est marqué sur votre carte de visite. Quand vous intégrez main d'œuvre à Saint-Ouen, vous allez nous expliquer et vous allez comprendre plus en détail après. Vous concevez de nombreux catalogues d'expositions et collaborez à des revues d'art. Point d'orgue en 2005 avec la publication du catalogue d'exposition Dada sous le commissariat de Laurent Lebon au Centre Georges Pompidou. Et l'histoire raconte que le livre est épuisé avant même la fin de l'exposition et ce qui a énormément contribué au renom du studio de Valence. En 2007, vous quittez Saint-Ouen et vous vous installez à Paris 10e. Et là, donc, c'est Ghislain Triboulet qui rejoint le studio. Et vous créez ensemble, en 2008, la maison d'édition B42. Tout s'accélère ensuite pour vous et vous allez nous raconter. J'ajoute juste une dernière référence parce qu'elle me plaît beaucoup. Vous entrez en résidence, vous, en tant qu'Alexandre Dimos, à la Villa Kujoyama durant 6 mois au Japon en 2012. 2 ans plus tard, vous réalisez l'identité visuelle du lieu, toujours au Japon. S'en suivront des expositions monographiques, toujours au Japon. Cette même année, vous êtes coopté par l'Alliance internationale, l'Alliance graphique internationale. Vous avez évidemment, vous, mais le studio de Valence en entier, une véritable proximité avec le monde de l'art, le monde de la musique, le monde du design. On parlait tout à l'heure de Pierre Charpin. Vous êtes primé à Chaumont, bref, beaucoup de références et vous allez évidemment nous les partager. Merci pour votre écoute, excellente soirée. Et Alexandre, c'est à vous. Bonsoir. Tout à coup, ça devient un petit peu plus impressionnant. Merci d'être aussi nombreux. Merci au Festival Combo Combo de l'invitation et merci à Lille Design de m'accueillir ce soir. Merci pour ce résumé qui est un peu qui peut être un petit peu glaçant aussi parce que évidemment tout ça n'est pas terminé hein, et justement ça va me permettre de rebondir sur ce qui fait le travail du studio au quotidien et la façon dont on a pu construire et faire des liens entre des moments, entre des petites choses, des petits travaux, et ensuite qui continuent aujourd'hui. Et je finirai là-dessus, notamment avec cette expérience japonaise qui a été très importante dans l'histoire de ma pratique et de celle du studio. Système et jeux sur le terrain du design, concevoir, éditer, publier. En fait, il me semble important de parler de vocabulaire. Alors aujourd'hui, pour vous, j'imagine que employer les 2 mots de design graphique à la suite est assez naturel, mais lorsque nous, on a commencé à travailler donc en 2020, c'était vraiment une volonté de changer de langage, en tout cas d'appellation de notre... de l'écosystème dans lequel on travaillait, c'est-à-dire qu'on refusait de dire qu'on faisait du graphisme, mais plutôt du design. Je parlerai de ça aussi lorsque je présenterai les éditions B42, parce qu'un livre important dans l'histoire et dans notre travail, c'est celui de Norman Potter, un designer britannique qui a écrit un essai qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un designer ?» espace lieu message en 1969 et qui effectivement a une approche globale de la question du design. Voilà. Je vais commencer par un travail qui date un petit peu, donc c'est celui dont vous parliez, c'est-à-dire le catalogue de l'exposition Dada au Centre Pompidou, sous la direction de Laurent Lebon, qui a été effectivement d'abord pour nous une expérience très importante et très marquante parce que le sujet et l'ambition du projet qui était mené par le commissaire de l'exposition ont créé une dynamique dans l'équipe qui a travaillé sur toute l'exposition, à savoir l'équipe curatoriale, l'équipe
de la direction des éditions, et ce qui fait que ce résultat-là, ce petit objet, enfin cet objet est quand même assez épais parce qu'il fait 1024 pages, est le fruit de cette dynamique en fait. Et c'est une chose qu'on retrouve assez rarement en tout cas nous, puisque ça fait 20 ans maintenant que le studio existe, dans notre parcours. Et en fait, ce travail, je le montre parce que c'était un moment pour nous d'affirmer un certain nombre de principes assez forts qu'on a après moins suivis. Donc c'est la question du système, c'est-à-dire comment, à travers un catalogue tel que celui-ci, établir des règles pour que dans un espace éditorial, le système puisse permettre la réalisation de cet ouvrage. Donc là, la règle était assez simple, c'était un texte en page de gauche, les images en page de droite, et le tout travaillé de façon très indépendante pour que le livre puisse être produit dans le temps imparti, qui est à peu près 6 mois, avec aucune hiérarchisation des différents types de documents représentés. Ce travail, c'était aussi l'occasion pour nous de faire ce qu'on appelle un revival ou une reprise d'un caractère typographique qu'on a trouvé sur des documents imprimés de la revue Dada, en tout cas des facsimilés, qui est le caractère de titrage que vous voyez ici, qu'on a ensuite nommé Dada Grotesque, et qui est devenu pour nous un outil de travail que vous retrouverez aussi dans d'autres travaux. Et ce caractère, c'est aussi un élément qui nous accompagne depuis ce moment-là. Et c'est devenu quelque chose de très familier qui nous permet de rentrer dans des sujets avec une forme apprivoisée, on va dire. Alors, il y avait différentes parties dans ce livre, et je m'arrête sur celle-ci, puisque sur la question du système, il y a aussi sous-entendu la question de mise en place de règles du jeu, parce que dans le sous-titre, donc, je parlais de jeu, et c'est une notion qui est assez importante dans notre façon de travailler. Donc ici, ce sont les œuvres de la collection du Musée national d'art moderne, les œuvres Dada qui sont dans la collection du Musée national d'art moderne. Et pour montrer ces œuvres, on a choisi une règle assez stricte, qui est de composer les images sur 3 rangées sur la hauteur, de même que les légendes que vous voyez en tête de page, et de les positionner de gauche à droite, donc page de gauche, page de droite. Et en fait, la règle était que si une image ne rentre pas, donc l'image qui suit, elle passe à la ligne suivante. Et de la même façon, si une légende d'image ne rentre pas dans la ligne supérieure, alors ça entraîne le passage de l'image sur la rangée d'après. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la prise de décision dans le rythme de la page, elle ne nous incombe pas directement, mais en fait, elle est la conséquence de la mise en place de ces règles. Voilà. Par exemple, il n'est pas du tout naturel pour nous de pouvoir composer ce type de page, alors que pouvoir le faire suite à la mise en place de ces règles est une évidence. Donc c'est un exemple en fait de système qu'on aime imaginer en tout cas, et qui font appel à une autre notion qu'on a employée, mais qu'on emploie un petit peu moins parce qu'elle est un peu délicate à défendre aussi, c'est la question de la disparition du designer, dans le sens où, à travers cette décision, notre jugement esthétique, en tout cas dans la gestion des espaces, des espaces pleins et des espaces vides, n'intervient plus, en fait. Je suis rentré dans le vif du sujet, là.
Donc je voulais passer rapidement sur ce projet. Puis un autre projet qui date des années 2010-2016, qui est un projet d'identité visuelle pour une galerie d'art contemporain qui était dirigée par M. Reber et M. von Stengling à Zurich, et qui nous ont demandé de travailler sur l'identité visuelle, bien sûr, et aussi sur la conception des cartons d'invitation des expositions. Alors, de M. Reber et M. von Stengling, nous avons fait qu'un seul et même nom et signifié la localisation, avec donc, le dada grotesque qui est retravaillé pour le nom, et ensuite l'utilisation d'un caractère monochasse pour le mot Zurich. Donc ça, c'est un principe. Et ensuite, sur la papeterie, ici, que ce soit sur les cartons de correspondance, les cartes de visite ou l'entête de lettres, tout est absolument à la même taille, ce qui fait que la carte de visite que vous voyez qui est en haut à gauche, les informations qui n'ont pas la place d'apparaître sur le recto continuent au verso, par exemple. Donc ça, ce sont des petits principes assez stricts. Et avec ces principes, on a ensuite, pour chacun des cartons d'invitation, créé des systèmes typographiques. Et là aussi, c'était l'idée d'utiliser cet espace de format A5 pour jouer avec de la typographie et faire un usage très ludique, en fait, d'un caractère différent pour chaque carton d'invitation. Alors, la petite anecdote, c'est que il était difficile d'évaluer le temps de travail pour la création des cartons d'invitation. Donc, on n'était pas rémunéré pour cette chose-là, mais on était invité une fois par an à venir passer un week-end à Zurich par la galerie. C'était un échange, en fait, voilà. En fait, c'est un travail qu'on aime bien montrer parce que c'est, contrairement à d'autres travaux qu'on a pu faire, c'est vraiment un endroit où on pouvait essayer des choses. En fait, ils nous ont permis, nous permettaient dans cet échange de faire des tentatives et parfois d'échouer, effectivement. Après, c'est pas à nous de juger quel carton est plus ou moins bien que notre, mais en tout cas, c'était aussi un endroit où on pouvait jouer, effectivement. Alors ça, c'est un contre-exemple de tout ce que je viens de dire. Si dans une relation classique avec un client, le processus assez courant, c'est on rencontre les personnes qui travaillent sur le projet, qui nous présentent le projet et qui nous expliquent en fait les contenus de certains projets. En l'occurrence ici, il s'agit à nouveau d'un catalogue d'exposition. Enfin, c'est plutôt une monographie qui a été publiée à l'occasion de l'exposition monographique de Pierre Huyghe au Centre Pompidou en 2013. Et si d'habitude donc on prend ces informations, on repart à notre bureau, on travaille et puis on revient présenter ce travail. Ce qui s'est passé ici a été assez surprenant pour nous et a modifié notre façon de travailler. Alors à ce moment-là, Pierre Huyghe habitait à New York et on s'était rencontrés par visioconférence. Et après nous avoir expliqué le projet d'exposition, on lui avait envoyé un PDF avec une proposition de principe, donc de système de mise en page. Et de façon assez surprenante, on avait reçu ça en retour. C'est-à-dire que lui avait imprimé ce qu'on lui avait envoyé, l'avait découpé, et sa réponse c'était en fait, j'aimerais plutôt qu'on aille dans ce sens-là. Et dans certains contextes, ça peut être très problématique, dans le sens où quelqu'un d'autre se réapproprie notre travail pour en faire autre chose, et c'est une forme d'autorité. Et en fait,
la façon dont ça a été fait avec lui, c'est-à-dire lui bousculer nos habitudes, et c'est devenu en fait notre processus de travail en commun propre à ce projet, dans le sens où après avoir envoyé tout ça, c'est-à-dire que lui faisait des photos sur le sol de son atelier, on s'est dit ok, nous on va faire des choix très simples et pour résoudre un certain nombre de questions qui nous appartiennent, c'est-à-dire choisir 2 caractères typographiques, en l'occurrence de l'Helvetica et du Times New Roman. Et ensuite, on va se concentrer avec lui sur l'organisation des images dans l'espace. Alors là aussi, nous travaillons, comme vous l'avez vu sur les images du catalogue Dada, sur des grilles assez strictes, avec une dissociation, et ça c'est un principe assez fort aussi, du texte et de l'image. Lui, en fait, nous proposait d'aller dans une autre voie, c'est-à-dire que définir 2 caractères typographiques, un décor défini également, mais ensuite de travailler sur un rythme d'organisation des images et du travail. Donc l'idée était de reproduire en fait ce que lui avait mis en place dans son studio, c'est-à-dire découper des images, les poser sur un sol pour faire une photo ensuite, et cette photo serait reproduite dans le livre. Et pour refaire ça, on a travaillé avec lui pour poser les images avant d'imprimer les images, les redécouper et faire rejouer en fait ce que lui avait fait dans son studio. Et au moment où on travaillait avec lui côte à côte, on s'est dit entre nous, sans lui dire, que le livre était terminé en fait, dans le sens où on sentait qu'on n'avait pas besoin de passer par cette étape de photographie. Mais on l'a quand même fait, c'est-à-dire reproduire un faux sol de studio new-yorkais, découper les images à l'échelle 1, les disposer dans la page et faire une séance de photographie dans le studio photo du Centre Pompidou au sous-sol avec lui, et pour faire le livre en fait, pour faire ce projet. Et au bout d'une matinée de travail au déjeuner, on s'est dit tous ensemble avec lui que ça ne fonctionnait pas en fait. Et tout ça pour constater que le livre était déjà fait avec lui. Voilà. Donc c'est un moment qui était aussi important dans notre façon de travailler. Tout ça peut dire que chaque expérience ou chaque collaboration est d'abord une rencontre, et même si on peut avoir des certitudes, à certains endroits, il est aussi intéressant de faire bouger ses propres lignes, en tout cas. Je vais passer et arrêter la vidéo. Une autre collaboration aussi qui dure depuis 2014, c'est avec le Centre dramatique national d'Aubervilliers qui s'appelle La Commune. Et on a rencontré l'équipe qui prenait la direction du théâtre à ce moment-là, et qui changeait radicalement de projet par rapport à la direction qui était là auparavant. Et cette nouvelle direction affirmait une chose qui nous semblait intéressante, c'est-à-dire que avant d'être... ils affirmaient plusieurs choses, mais une des choses, c'est qu'avant d'être joué sur scène, une pièce de théâtre est un texte écrit. Et ensuite, ils souhaitaient que leur mission à travers ce théâtre soit fortement ancrée, ou en tout cas en lien avec le contexte urbain et social dans lequel le théâtre poursuit sa mission.
Et donc le premier travail que nous avons fait, c'est de dessiner une identité, et sans faire un logotype, mais plutôt cet ensemble de mots qui est divisé en 3 parties. La commune, qui est le nom du théâtre, le statut de ce théâtre, qui est un centre dramatique national. Donc les centres dramatiques nationaux en France ont des statuts très spécifiques, avec des missions spécifiques cofinancées par l'État, la région et les municipalités dans lesquelles ces structures sont accueillies. Et le lieu Aubervilliers, qui est dans ce qu'on appelle la petite ceinture à Paris, en très proche banlieue, en Seine-Saint-Denis, un territoire très pauvre, et dont cette direction voulait activement occuper, en fait. Donc l'identité visuelle est très simple, du dada grotesque à nouveau, et qui vient se disposer de façon différente selon les types de documents sur la papeterie, ou alors à la verticale, à l'extérieur du théâtre. Et ce qui était intéressant aussi dans cette mission pour nous, c'est d'inviter des designers, en l'occurrence c'est le studio GGSV qui a réalisé l'aménagement intérieur du théâtre à l'époque. Alors ce qu'on a proposé aussi sur les brochures, c'est à partir de cette idée de texte, c'est-à-dire de pièces de théâtre écrites, c'est d'inverser le rapport et de dire que la brochure est certes un objet de communication, mais c'est un objet aussi d'information, avec des contenus qui pour nous allaient au-delà de simplement la présentation des spectacles. C'était aussi l'occasion d'inviter chaque année d'inviter un photographe différent qui viendrait accompagner donc cette mission sur le territoire et faire un reportage pour décrire au fil des années qu'est-ce que ce territoire d'Aubervilliers précisément. Donc là, il se trouve que dans la dernière saison, on a travaillé avec Stéphanie Lacombe qui, elle, a fait une documentation elle s'est attardée sur les garagistes à Aubervilliers, et on s'est rendu compte qu'en fait, proportionnellement, Aubervilliers était une des villes dans lesquelles il y avait plus de garages. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Et ensuite, le travail qu'on a fait sur cette brochure, c'est de travailler en contraste typographique avec un caractère très classique, avec une marque, un tracé très marqué, un souvenir en tout cas très présent du geste manuel, de la plume, en contraste avec le dada grotesque en l'occurrence. Et ici, dans le système, ça c'est le système pour les affiches, où la commune est en tête, Aubervilliers est en pied, et Centre dramatique national est à la verticale. Ce qui nous permet ensuite d'avoir un espace qui est ici blanc à occuper pour travailler sur la représentation des spectacles, c'est-à-dire la représentation visuelle des spectacles pour la communication. Donc ça, c'est la première affiche que nous avons dessinée pour le spectacle Hyperion. Ensuite, à l'époque, les affiches étaient beaucoup montrées dans le métro parisien, et on avait constaté sur un certain nombre d'affiches auparavant qu'elles étaient souvent taguées en fait, ou dans les espaces blancs qu'on pouvait laisser. Et pour Tartuffe ou l'Imposteur, on a volontairement laissé un espace blanc très important pour pouvoir accueillir des messages complémentaires. Et il se trouve que ça s'est très peu produit, en fait, à notre grande surprise. On était très déçus. Voilà, donc en fait, cette structure très stricte au départ nous permet ensuite, là aussi, de bousculer nos habitudes et de questionner cette surface et faire ces propositions qui sont à la fois typographiques et visuelles. Je vous en montre quelques-unes. Et aussi, à certains moments, de déconstruire complètement, en fait, le système qu'on avait mis en place au départ,
Et ce type de choses est évidemment possible lorsque les interlocuteurs avec lesquels on travaille comprennent notre place et ce qu'on peut aussi, la façon dont on peut investir leur propre projet à cet endroit-là. Donc ça, ce sont les affiches de présentation de saison. Alors là aussi, comme je le disais pour le projet de la galerie Reber-Steinlin, c'est souvent une sorte de terrain de jeu, en fait, de pouvoir travailler sur à partir de ces contenus pour ces spectacles-là. Et évidemment, aujourd'hui, ces affiches deviennent des objets animés aussi que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux du théâtre. Celle-ci, c'est la dernière affiche c'est un spectacle qui aura lieu du 7 au 10 avril. C'est aussi l'occasion, là, par exemple, de faire ce qu'on a fait, ce qu'on faisait depuis assez longtemps au début, c'est-à-dire que ça peut nous arriver de créer soit du lettrage, soit des caractères typographiques, spécifiquement pour certains projets. En l'occurrence, ce caractère typographique-là, c'est un caractère qui est issu d'une enseigne qu'on a trouvée en Grèce. Et voilà, donc c'est des choses qui peuvent être très éphémères en termes d'usage aussi. En 2007, Grégoire Chamaillou, qui est directeur de la collection Zone, nous a demandé de commencer une aventure avec lui pour dessiner une nouvelle collection qui était accueillie par les éditions La Découverte. Lui voulait publier des ouvrages de sciences humaines. Il est venu nous voir en nous disant qu'il voulait que ça ressemble à toute autre chose que ce qui existait sur les tables des librairies dans ce domaine-là. Alors, les sciences humaines en 2007, dans l'histoire de l'édition, c'est un territoire assez peu investi. Depuis quelques années, ça a beaucoup changé. C'est un endroit où, en termes de design graphique, les propositions sont beaucoup plus généreuses et diversifiées. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait une vraie, nous, ce qu'on appellerait l'ennui, en fait, qui se voyait à travers la forme qu'avaient ces couvertures, qui étaient très à la fois conventionnelles, mais aussi qui avaient une sorte d'héritage historique qui avait été déformé parce que ensuite décliné de façon avec des habitudes et donc sans remise en question de ces habitudes-là. Donc ce qu'on a mis en place d'abord, c'est un logotype avec un lettrage qu'on avait dessiné nous-mêmes. Ça se voit d'ailleurs, il est très très maladroit et en fait je ne sais pas s'il y a des dessinateurs de caractères dans la salle, en tout cas on assume complètement le dessin, on va dire vernaculaire en fait de ce signe-là. Et ensuite, la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'un livre en fait? On est reparti de zéro, en tout cas, qu'est-ce qu'un livre en tant qu'objet sur une table de librairie? Et on a pensé à ce qu'a fait Raymond Lévy dans les années 40 avec le paquet du Lucky Strike, qui est une chose très simple. C'est-à-dire que ça, c'est le paquet du Lucky Strike avant son intervention. Donc le logotype Lucky Strike et le nom sur une face du paquet et de l'autre côté, les ingrédients. Et ce qu'il lui a fait, c'est ça. C'est une chose très simple, c'est que si on met le logo sur les deux côtés, on le voit 2 fois plus. C'est incontestable. Et donc, en fait, à partir de cette idée-là, on l'a... Enfin, vous verrez après aussi, il y a la question de la citation, de la reprise,
qui intervient aussi dans le travail de façon totalement assumée. Et donc là, cette idée, on l'a reprise pour les couvertures de cette collection, à savoir que tous les éléments qui constituent une couverture apparaissent à la fois sur la première et la quatrième. Donc titre, auteur, sous-titre, logotype, code barre. Et il y a 2 éléments en fait qui courent sur la première et la quatrième. Et notre idée, c'était que le lecteur soit obligé de faire ce geste-là pour pouvoir lire le texte de présentation de l'ouvrage. Et l'autre élément qui apparaît, c'est la photographie aussi qui court sur les 3 faces. Alors, et ensuite, il y a un jeu de couleurs très simple, en bichromie. Donc ce travail, en fait, on le fait toujours. C'est nous qui réalisons les couvertures, ce qui fait qu'on a une maîtrise complète en fait des éléments qu'on a pu mettre en place au départ, ce qui est assez rare aussi de pouvoir le faire, en tout cas dans notre domaine, sur la durée, et de pouvoir assurer une maîtrise complète en fait sur un temps long, en tout cas de ces éléments. Donc les éditions B42, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2008. En fait, cette création de maison d'édition fait suite à en tout cas une activité qu'on a toujours eue dans notre travail, qui est celle de poser la question de qu'est-ce que notre travail, évidemment, et d'essayer d'y trouver des réponses avec, alors si on revient au début des années 2000, un manque cruel d'outils théoriques, en tout cas pour comprendre les pratiques du design graphique et de la typographie. Et une de nos réponses à ce moment-là, c'était créer une association et faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire inviter des graphistes, organiser des conférences et les faire parler. C'était une association qui s'appelait F7. Et avec cette association, on a commencé à publier des ouvrages, notamment un ouvrage sur le travail de Wim Crouwel, qui était un designer néerlandais, et des ouvrages d'un artiste qui s'appelle Raphaël Zarka sur le skateboard. Ensuite, le projet de la maison d'édition, c'est au départ de constituer une bibliothèque d'outils théoriques sur les questions du design et de la typographie. Donc je vous parlais de la traduction du livre de Norman Potter, Qu'est-ce qu'un designer ? Et là, vous voyez 3 livres, qui sont 3 livres importants dans le catalogue. La typographie moderne de Robin Kinross, qui est, à mes yeux, en fait, le seul ouvrage qui, dans l'histoire de la typographie, a une approche à laquelle nous on souscrit complètement, c'est-à-dire qu'il y a une approche à la fois à travers la création, le dessin, on va dire. Il croise ça avec la question des moyens de production et aussi des moyens économiques qui ont fait l'histoire de la typographie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas une approche qui est uniquement une approche d'historienne de l'art, mais il prend en compte, en tout cas, de façon très forte, tous ces éléments dans ce livre-là. Et après, un autre livre et une autre personne qui est très importante dans l'histoire de la maison d'édition, c'est Joost Orfuli, qui est un typographe et designer graphique suisse, qui est un monsieur qui a 89 ans aujourd'hui, et qui a écrit ce petit ouvrage de 64 pages qui s'appelle « Le détail en typographie » en français. Et au départ, en fait, le projet, l'idée, c'était si j'arrive à publier cette liste de 5 livres, voilà, je serais content. En fait, malheureusement, il y a une autre maison d'édition qui a publié un des 5 livres dans la liste à ma place. Donc, ce qui fait qu'on continue toujours et on est toujours
attentif en tout cas à faire ce travail de mise à disposition en langue française d'ouvrages écrits dans d'autres langues et combler ce manque qui est toujours présent. Alors la question m'avait été posée justement avant la conférence sur la collection culture, donc je vais en parler un petit peu ici. C'est une collection qui ne parle pas du tout de design graphique, de typographie, mais on va rentrer par cette porte-là. Le monsieur que vous voyez ici, c'est Bertolt Volpe. Donc quand je parlais de reprise, le design de cette collection est clairement une réinterprétation, en tout cas une reprise du travail de ce typographe d'origine allemande qui est arrivé en Angleterre en 1935 et qui a pris la direction artistique, en tout cas des éditions Faber & Faber à Londres dans les années 40. Et alors ces images que vous voyez, c'est celles qu'on peut voir de son travail où en fait ce qu'on voit c'est à la fois la couverture et la partie sur la gauche c'est le dos, ce qui se retrouve sur le dos du livre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris au mot ces images et en fait on a travaillé le dos, mais le dos s'est retrouvé sur la première et sur la 4 également. Donc ça, ce sont les dos. Et ensuite, la structure qu'on a mis en place sur les couvertures, c'est comme si, comment l'expliquer, comme si on avait mal compris l'image qu'on avait vue, en fait, voilà, en quelque sorte, et comme si on imaginait que le dos et la première soient sur la même surface, en fait. Donc, je vous parlais de Bertolt Volpe, puisque les caractères typographiques, en tout cas 2 caractères typographiques, et notamment celui de titrage qui est utilisé, c'est des caractères que lui a gravés à l'époque. Et ça, c'est une réinterprétation de Toshi Omagari, qui est dessinateur de caractères contemporains, qui a numérisé et réinterprété les caractères de Bertolt Volpe dans une collection qui est chez Monotype aujourd'hui. Et ensuite, la seule image qui apparaît dans la collection, c'est une image qui est en 4e de couverture. Voilà. Donc cette collection est une collection, on pourrait dire, de sciences humaines, qui est dirigée par un artiste français qui s'appelle Mathieu Aboninck, et qui, lui, a la responsabilité, en fait, et qui choisit les textes qui sont publiés dans cette collection. Donc ici, le texte de Sarah Schulman. Donc la collection accueille soit des sujets dans le domaine de l'esthétique, là ici sur la question queer, avec Sarah Schulman sur la question de la gentrification, notamment après les années SIDA à New York, ou alors le travail d'un anthropologue américain qui s'appelle Michael Taussig, qui lui a fait beaucoup de terrain en Amérique du Sud et notamment en Colombie. Et à travers son texte Mon musée de la cocaïne, fait un parallèle avec le musée de l'or de Bogota, et donc fait un terrain et explore en fait les populations qui travaillent dans ces régions-là en Colombie. Alors, les propositions ne sont pas fermées, puisque ce qui est intéressant à travers ces collections, cette collection en tout cas, c'est qu'on peut aussi y trouver des croisements, notamment avec le livre qu'on a traduit qui s'appelle La ligne de couleur de Webb Du Bois. Donc Webb Du Bois, c'était un sociologue, je reviens ici, un sociologue africain-américain qui, en 1900, a participé à l'exposition universelle de Paris. Et je crois que je vous montre quelques images plus loin, et qui a travaillé sur la représentation des recherches que lui avait fait sur les populations africaines-américaines à cette époque aux États-Unis.
dans cette collection, la première page, qui est la page de faux titre, mais qui est aussi une page de générique. Alors là aussi, vous l'avez vu au tout début, la question du générique, c'est une question qu'on aime bien traiter. Et ici, le générique est réduit à une seule page, parce que l'idée, c'était de rentrer très très vite dans le texte, dans le contenu. Mais là aussi, cette page de générique est un espace de jeu, en fait, tout simplement typographique, où on remet en question à chaque fois, à partir des mêmes outils typographiques, on remet en question la disposition de la page. Et l'intérieur est très, on va dire, assez classique. Donc oui, ce livre-là que je vous invite à consulter, parce que ce qui est intéressant, c'était qu'à cette époque-là, un chercheur, un sociologue, et cette idée, en fait, pour transmettre ces données, qui sont des données récoltées sur le terrain, passe par la représentation et imagine que par la représentation de la donnée, l'accès à l'information dans le cadre d'une exposition universelle serait beaucoup plus facile. Alors ça ne veut pas dire que la représentation fait perdre de la qualité à l'information, pas du tout, ça veut dire qu'elle est rendue beaucoup plus accessible. Vous me dites sur le temps. Oui. Et une autre collection, où, là je vais vous parler à travers 2 projets de cette question de comment montrer le travail, quand on est designer, le travail d'un autre designer, et notamment comment faire parler les designers. Donc, chez Beccarindo, on a une revue qui s'appelle Back Cover, et on a une autre revue qui s'appelle Back Office, et on a beaucoup essayé de faire écrire les designers, et c'est toujours très très difficile, et on a créé cette collection récemment avec Tony Com, avec qui on partage la direction de la collection. C'est une collection d'entretiens avec des designers précisément. En l'occurrence, le premier livre qu'on a sorti dans cette collection, c'est un entretien avec Fanette Mélier, enfin 3 entretiens plus précisément, avec Francine Foulquier, Victor Guégan et moi-même, et qui s'attarde donc sur son travail et qui permet en fait de comprendre au lecteur le processus de travail, mais aussi d'où viennent certaines formes, pour quelles raisons, etc. Il nous semble très important en fait de pouvoir avoir accès aussi à ce savoir et cette pratique à travers la parole des designers. Alors je dis designers aussi parce que la collection va accueillir des entretiens avec des architectes, des scénographes, des designers d'objets, des designers de vêtements aussi également. Et pour chaque ouvrage, donc on dessine un monogramme à partir des initiales de la personne interviewée. Le prochain sera donc avec Étienne Robial. Et le livre est recouvert d'une jaquette qui montre un travail par l'image du designer en question. Là aussi, la question qu'on se pose dans le cadre de collections dont on maîtrise totalement en fait la forme, c'est qu'est-ce qui est commun dans la série et qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui peut changer, à quel endroit on peut, en fonction du sujet ou en fonction des envies aussi, tout simplement, choisir un caractère typographique ou une occupation de l'espace dans l'espace du livre. Alors, un autre exemple
de livre consacré à un autre designer, c'est l'ouvrage monographique qu'on a publié sur le travail de Frédéric Techner. Donc Frédéric Techner, c'était un designer graphique français qui est décédé subitement en 2016. Et on a souhaité assez rapidement, en fait, et aussi parce que au moment où il est décédé, il était, à mon sens, totalement légitime et en tout cas important de voir son travail publié dans un ouvrage qui le rassemblait. Donc là, vous avez la liste des auteurs auxquels on a proposé d'écrire un texte sur son travail, sur un aspect particulier de son travail. Et ensuite, on a travaillé avec une photographe qui s'appelle Morgane Le Gall. Et la question est comment montrer effectivement le travail du design dans l'espace du livre. Donc Frédéric travaillait beaucoup aussi sur le support de l'affiche, il faisait du travail d'édition, des sites internet, etc. Et le livre commence avec cette séquence que on voit dans le livre, mais qu'on ne voit pas telle que vous allez la voir ici. Alors c'est une chose très simple, c'est une journée en fait qui passe à travers le défilement une vingtaine de posters, je crois. Et donc ces posters sont reproduits les uns après les autres dans l'ouvrage. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a travaillé dans les archives et on a extrait des éléments. Et l'idée avec la photographe, c'était de mettre en scène, en fait, de faire une scène avec son travail et que le livre soit, que la représentation en fait, de son travail soit faite par la photographie dans cet espace. Donc c'est-à-dire que donc ça c'est le studio photo avec le dispositif que vous voyez. Et ensuite dans le livre, donc les posters. Oui, un aspect important aussi qui nous intéressait, c'était donc comment montrer le travail sans montrer le travail par la représentation, mais comment à un moment donné est-ce qu'on peut montrer le travail de façon très réelle. Et là, avec les arts graphiques, donc qui nous a accompagnés en tant que partenaire dans ce projet, on a reproduit un poster qui avait été dessiné par Frédéric. Et on l'a découpé, on l'a reproduit en 100-150 et on l'a découpé au format du livre, ce qui fait que juste avant le sommaire, en l'occurrence, le morceau de la page que vous voyez à droite, c'est un morceau à taille réelle d'une affiche imprimée en fait. Et ensuite viennent donc les photographies qui sont des images que la photographe a prises sur le dispositif qu'on avait mis en place au préalable. Je vais terminer par l'expérience japonaise et puis notamment ce qui est la recherche que j'ai pu entamer pendant cette résidence. Donc la Villa Kujuyama. La Villa Kujuyama, c'est une résidence qui est proposée par le ministère des Affaires étrangères français. C'est le même principe que la Villa Médicis, avec une présence de différents types de créateurs et également aujourd'hui d'artisans des métiers d'art. Donc moi j'y ai passé 4 mois et le projet était d'éditer et de concevoir et publier donc un numéro spécial d'une revue donc, qui s'appelle Back Cover, qui est une revue qu'on a créée en 2008 et qui est consacrée au design graphique, mais au design au sens large. Et en fait, le projet que je voulais faire au Japon, c'était faire le projet tel qu'on voulait le faire au départ, c'est-à-dire s'intéresser au design, mais sous toutes ses formes. Et donc, pendant 4 mois, j'ai
rencontré un certain nombre de designers, mais aussi donc des designers graphiques, évidemment, mais je me suis aussi intéressé à un artiste qui, lui, dessinait des monstres qui étaient mis en volume après par un autre artiste pour la télévision japonaise, pour une série qui s'appelle Ultraman. Et alors, ce qui m'intéressait, je suis rentré dans ce sujet simplement dans un magasin qui vendait des figurines, où une figurine qui avait la forme d'un rocher lumineux m'intéressait. Le japonais avec lequel qui m'accompagnait, en fait, me donnait le nom du monstre qui s'appelait Prisme, parce que chaque monstre a un nom. Et après, il m'a dit, mais il y a, sachant qu'on avait travaillé sur Dada, il m'a dit, tu sais, il y a un monstre qui s'appelle Dada, et donc le monstre Dada en question, il me le montre, et après, en faisant quelques recherches, il y a un autre monstre qui s'appelle Buluton, comme André Breton, et un autre monstre encore qui s'appelle Garamond. Et là, je me dis, bon, quel est le lien en fait entre le nom des monstres et l'histoire de l'art et de la typographie en Europe? Bon, il y a aussi un autre monstre qui s'appelle Alien Baltan. Alors Baltan étant Sylvie Vartan, en fait. Donc le début de l'enquête, c'était par le nom des monstres, essayer de comprendre quelle était la personne et pourquoi les monstres avaient ces noms-là. Et cette enquête m'a mené chez la famille de Nali Tatol, donc ce dessinateur de monstres, qui lui avait eu une formation auprès d'un japonais qui avait suivi l'atelier de Bourdelle à Paris. Et en fait, on a eu accès à un certain nombre de documents, et notamment ces monstres-là. En revanche, malgré la commande du texte à Noi Sawaragi, qui a écrit le texte sur ce mouvement, Noi Sawaragi, c'est un commissaire d'exposition historien de l'art japonais, qui, lui, a théorisé la mouvance contemporaine, en fait, qui s'appuie beaucoup sur des croyances archaïques japonaises, et ce lien entre la Terre, en fait, la résurgence des esprits de la Terre à travers ces monstres, et qui est en contraste avec la figure solaire, qui est donc Ultraman, héros de la série en question. Donc je n'ai jamais eu la réponse sur la nomination des monstres, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour signaler en tout cas cet intérêt pour le design graphique, effectivement, mais pour le design en général, puisque ce qui est intéressant ici, c'est comment une personne qui a suivi une formation érudite met à disposition de la culture populaire son savoir, en fait. Voilà, c'était la question qui m'intéressait. Un autre créateur qui fait ce travail-là, en fait, de transmission, c'est Bunpei du Réfugié, que j'ai rencontré aussi en 2012. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres designers. Donc ici, ce sont des frères et sœurs qui sont à la fois graphistes et imprimeurs. Et je me suis intéressé aussi à une série de bandes dessinées des années 30 qui s'appelle Norakuro, qui met en scène des chiens qui font la guerre, en fait. C'est une série très nationaliste, mais pour l'époque, en tout cas, mais très belle, parce qu'imprimée en trichromie ou en bichromie. Et c'était aussi l'occasion de commander des textes sur, là ici, sur la période moderne, ce qui s'appelle la période moderne du design de livres au Japon, ou encore l'invention des caractères typographiques, etc., etc. Alors cette activité d'édition, c'est l'occasion de publier des textes, certainement, mais c'est aussi l'occasion de faire des rencontres, et la rencontre avec ces graphistes qui sont en Asie, et que je voyais régulièrement avant le Covid, puisque ce projet de recherche se poursuit, et j'ai un projet d'exposition et de publication sur une génération de graphistes japonais
qui est né en gros entre 73 et 91. En tout cas, avoir cette activité d'édition est aussi un moyen de rencontrer des personnes et de nouer des liens. Donc je terminerai là-dessus, donc sur cette série d'ouvrages de Bunpei aux réfugiés qu'on publie toujours. On en a publié 6 aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on publie un ouvrage, en tout cas on essaye d'incarner le projet et on demande aux auteurs et aux autrices de présenter leur livre. Et Bunpei Réfugié l'avait déjà fait pour son livre qui s'appelle Au cœur du caca, qu'on avait publié il y a quelques années. Et là, on a publié un livre qui s'appelle Le dessin et les mots. Et on lui a demandé de faire une vidéo et de nous l'envoyer. Donc c'était au moment du Covid, c'était en juin, je crois. Et le Japon a été très très fermé pendant toute cette période. Et on a reçu 2 vidéos en fait. La vidéo qui présentait le livre et une deuxième vidéo où il était face à l'écran et il nous demandait comment on allait et nous racontait comment lui vivait cette période-là, etc. C'était assez touchant. Et donc je vais vous montrer la vidéo qu'il a envoyée pour présenter son livre. こんにちは、頼藤文平です。今後の旅はね、このフランス語版でこの絵と言葉の位置研究が翻訳されて、出版していただけたということで本当にありがたく思ってます。この本について、なんていうかこんなに素晴らしい本だよっていうような話を実はできないんですね。というのもこの本は僕自身にとっては本当に何て言うんでしょうか、悩んでいる真っ最中に書いて、悩んでいる真っ最中のまま出版された本でした。でこの本が、書かれたのは2011年です。でちょうど東日本大震災という、日本でも本当に大きな地震があった年でした。それからちょうどスマートフォンが爆発的に普及をして日本中の人がこう画面に向かってこういうことを始めた時期なんですね。でツイッターも日本では本当に爆発的な普及を見せてみんながツイッターでコミュニケーションを始めた元年のような年でもありました。そういうあまりにも大きな変化の中で僕自身は何をデザインしていけばいいのかが分からなくなっていたんだなと今思えばそんなように思います。なんでこれからの自分のデザインの将来ってものがもう全く見通せないっていう中でどうしたらいいんだろうかと、それで自分自身のデザインについて整理をしてみたり、自分自身の何て言うんですか考えていることを一生懸命文章にしたり、そういった右往左往がまとまった本だというふうにお伝えするのが一番良いかと思います。そういう右往左往をですね皆さんに読んでいただきたいっていうふうにはなかなか書いた自分自身としては思えないところなんですね。ただそのように一生懸命考えていること自体について、僕はそうじゃないふりはしてないです。だからもうジタバタした通り、なるべく正直に書いていったつもりです。なんで今の目で読みますとやっぱり、考え方としてはまだ拙かったり、散々考えた後結論の部分で急に幼い結論に飛びついてしまっているなと思ったり、そういうふうに感じるところもたくさんあるんですね。フランス語版ということでフランスっていうのは僕から見るともう本当に哲学の王国ですので、それから新しい観念コンセプトを考え出してオピニオンリーダーとして、引っ張っていってくれてきたそういう国なんだっていうのが僕にとってのフランスの非常に大きなイメージでもあって、そういう場所にこういった本が出ていくっていうのはねもう恐怖以外の何物でもないんですね。だから勝手なんてとても言えない。でもねこれを作ってくれさったこの B22 の皆さん本当に素晴らしくってこの方々の売り上げをねガンガン立ててほしい僕としてはね。だからもうね
これアレクサンドル・ディモスさん、ディモスのために買ってほしい、これをディモスラブ全力で買ってほしいと、それを切にねお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。Merci Alexandre. Bonsoir à tous. Je suis Nicolas Milot du Studio Surface, donc co-organisateur du festival Combo Combo, et je me joins à la présentation de Céline, en tout cas le message qui a inauguré cet événement, pour vous remercier déjà d'être présent ce soir. Et puis ensuite, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que sinon je vais être extrêmement mal à l'aise, je suis très mauvais en discours. Donc en fait, moi je voulais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, qui était la question de la maîtrise, notamment dans le travail que vous avez mené pour les éditions Zone. Et en fait, en regardant l'ensemble des éditions B42, on se rend compte que, peut-être que tu vas me corriger, mais la plupart des livres sont dessinés par De Valence, le studio De Valence, donc pour les éditions B42. Et donc je me demandais à quel point ça pouvait être vertigineux ou étrange de devenir d'une certaine manière son propre commanditaire. Donc je voulais ton ressenti par rapport à ça, et ça ouvrira une question, peut-être une double question qui viendra par la suite sur les expositions que vous avez pu mener, qui sont également le même type de contexte. C'est vrai qu'il y a un gros avantage en tout cas à maîtriser la totalité du projet, c'est que on est responsable, en fait, on est totalement, enfin, moi ce qui m'intéresse c'est d'être totalement responsable de ce qui arrive, dans le sens où si je suis en retard c'est ma faute, et personne d'autre que moi-même pourra venir me taper sur les doigts. En tout cas, si j'ai envie d'être en retard, je peux être en retard. D'ailleurs, c'est un grand conseil de Bunpei aux réfugiés, c'est d'être toujours en retard, en fait. Pour un japonais c'est assez surprenant, mais voilà. Et aussi, ça permet de faire des choses parfois lentement. Il y a des livres qu'on a fait, comme un design de livre systématique, point d'interrogation. C'est un livre issu d'une conférence de Yosto Ruli qu'on a dû mettre 7 ans à faire, en fait. Donc, il y a cette question-là. Et après, on est aussi déchargé de la pression parfois ou des demandes de l'autre, en fait, tout simplement. En revanche, ce qui nous manque fortement, c'est le regard de l'autre qui fait avancer notre propre travail. Et donc, à certains endroits, c'est vrai que l'exigence du client n'est pas là. Et peut-être que si elle était là, les livres seraient différents. Et je ne dis pas qu'ils seraient moins bien ou qu'ils seraient mieux, mais en tout cas, quelque chose est manquant dans cette relation de travail qui est très importante pour nous, celle de la rencontre, en tout cas, quand ça se passe, qui fait que la rencontre peut modifier notre travail sans être forcément autoritaire, en fait, mais en poussant à travers des questions le travail ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu à double tranchant, en fait, cette position de maîtrise totale. Et puis, Oui, c'est sûr que là, on est dans une relation complètement différente du travail que vous avez mené, par exemple, avec Pierre Huyghe, où là, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. Oui. Et donc, il y a presque aussi une relation à quel moment vous vous arrêtez, à quel moment le travail est terminé. Parce que tu parlais de la question de la deadline, effectivement, si elle est extensible. Qu'est-ce qui est décisif dans la prise de décision du moment où on est satisfait de son travail? Est-ce qu'il faut d'ailleurs être totalement satisfait, ou est-ce que c'est juste il faut le sortir comme il est, parce qu'il faut que ça sorte à un moment, quoi? Oui, alors après, il y a une nécessité de sortie. Effectivement, on a beaucoup appris sur la question de la temporalité de l'édition, à savoir que quand un livre sort en librairie, il a été présenté au libraire
5 à 6 mois auparavant, et que nous, on a dû anticiper cette présentation et donc déjà avoir beaucoup avancé sur le livre 6 mois avant sa sortie. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure des différentes publications qu'on a pu faire, en sachant que si un livre sort trop en retard, il perd un certain nombre de commandes dans la chaîne de distribution, et ce qui est très dommageable en fait pour l'économie du livre. Ok, et par extension, c'était un peu la deuxième partie de la question, dans ce rapport à la maîtrise totale à certains moments dans votre travail, donc vous avez eu l'occasion de faire des expositions en France et au Japon notamment, que tu évoquais. Là, pour ces sujets-là, l'exposition du travail du graphiste, mais en plus le fait que ce soit votre propre travail, est-ce que vous avez cette maîtrise aussi totale, ou est-ce que vous déléguez un certain nombre d'éléments? Est-ce que vous sollicitez un œil extérieur, des scénographes, curateurs, ce genre de personnes? Enfin, on a fait 3-4 expositions. En tout cas, dans les 3 dernières, il y en a 2 dont on a assuré la sélection, la scénographie, la totalité du projet. Et la seule sur laquelle on n'a pas travaillé pour la scénographie, c'est la dernière qui a eu lieu à Tokyo récemment. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait vraiment envie, c'est-à-dire se débarrasser de notre travail, dans le sens où ne pas s'occuper de la façon dont ça allait être montré et de la sélection quelque part en fait. Je crois que tu avais quelques images peut-être. Ça c'était une exposition en 2015 dans une petite galerie qui s'appelle Maïmonké à Nancy, dans leur ancien lieu qui était vraiment tout petit. Et donc l'exposition, c'est 5 panneaux de contreplaqué de coffrage. Et là, on avait volontairement en fait décidé de tout faire parce qu'on avait envie de fabriquer aussi. C'est-à-dire, on a acheté une machine et puis on a assuré le montage, etc. Et l'exposition, c'est juste un mur de 5 panneaux qui montre le travail. Et l'idée, c'est de pouvoir s'approcher et sélectionner la distance par rapport à ce qu'on regarde. Donc il pouvait y avoir des cartes de visite où là il fallait s'approcher, la prendre en main, ou un livre ou une affiche. Et là il fallait vraiment prendre de la distance avec ce mur-là pour regarder. Et puis finalement, enfin, je t'interromps, désolé, mais je me posais la question par rapport au travail que vous avez mené sur les projets de Frédéric Teschner. Je trouve qu'il y a une espèce de continuité dans ce type de présentation, de la mise en scène, de la mise en forme. Enfin, c'est juste une remarque. Est-ce qu'il y a une forme de conscience ou de système? Parce que tu parlais beaucoup de votre plaisir à générer du système dans l'élaboration de mise en page ou d'affiches. Est-ce que là aussi, il y a une forme de système qui est un ensemble de contraintes dans lesquelles vous plaisez à venir jouer? Là, en l'occurrence, c'est l'espace qui a déterminé aussi la scénographie, et avec le peu de moyens aussi qu'on avait à disposition, 5 planches de bois, une perceuse, et puis voilà. Et ensuite, ici, en fait, c'était un grand espace à la DDD Galerie à Kyoto, très rectangulaire. Et on voulait casser cet espace, et donc on a dessiné ce module d'étagère en bois qui, en l'occurrence, là, n'a pas été fabriqué par nous-mêmes, mais par un menuisier, qui faisait face à un mur d'affiches, en fait. Et là aussi, sur ce mur, il y avait cette question de la distance, avec des différents types de formats accrochés. Et ensuite, le dernier projet, donc c'est une exposition qui vient de se terminer à Tokyo, où là, on a confié à un architecte la scénographie et la mise en espace de ce que vous voyez ici. Et c'était assez agréable, en fait, aussi, de ne pas s'en occuper. C'est amusant parce que cette problématique d'exposition, c'est des choses qu'on a dû affronter dans le cadre des expositions de Combo Combo.
Et je me pose une question, c'est que tu as parlé au tout départ de F7 qui est un peu préfiguré ce qui est advenu au niveau des éditions, etc. Qu'est-ce qui vous a fait passer, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bouleversement d'échelle entre F7, quelque chose d'associatif, peut-être avec des moyens limités, et d'un seul coup de le professionnaliser, peut-être aussi quelle est l'économie aujourd'hui d'une maison d'édition, est-ce que ça a vraiment bouleversé les choses? Alors F7, c'était vraiment une expérience de groupe associative avec des subventions qu'on est allé chercher à droite à gauche, des partenaires qui étaient, les conférences avaient lieu au Palais Tokyo à main-d'œuvre ou au Centre culturel suisse. Et on faisait des dossiers de subventions pour pouvoir financer les déplacements, payer les conférences et les hébergements. Ensuite, sur la question de l'édition, moi j'avais un petit peu d'expérience et je connaissais aussi d'autres expériences d'éditeurs. Et je savais que pour avoir un outil de travail dans le domaine de l'édition, la forme associative est une erreur. Et c'est comme ça que B42 est né sous cette forme c'est une SARL en fait, juridique. Mais la question assez bonne, c'est qu'en fait, B42, c'est comment un projet de maison d'édition qui se faisait sur le temps de loisir est devenu une structure avec 2 salariés aujourd'hui et qui publie 15 livres par an. Donc oui, il y a une évolution dans la structure qui est, et dans tout ce qu'on a pu faire depuis les vues, très empirique en fait. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant dans le fait de venir du design et de faire une maison d'édition, c'est d'apprendre en fait tous les jours, et le catalogue évolue aussi en fonction de le livre qu'on a fait 1 an ou 2 ans avant et qui nous donne envie de faire un livre sur un autre sujet ou de continuer en tout cas l'exploration de certains sujets à travers d'autres ouvrages. Et c'est ce qui est assez passionnant en tout cas dans cette aventure éditoriale, c'est d'abord d'avoir cet outil et que cet outil permette de faire des projets en fait, parce que l'idée c'est pas un projet de maison d'édition et d'en faire une grosse maison et de gagner de l'argent. L'idée c'est de faire des projets en fait. Et l'outil se transforme, et donc le catalogue se transforme aussi au fur et à mesure, et dans 5 ans il y aura certainement des ouvrages auxquels on n'a pas encore pensé, qui seront différents, mais ce sera toujours une maison d'édition qui est animée par le design, c'est-à-dire à l'origine par un designer en fait. Et c'est ça qui est important et qui donne la couleur du catalogue aussi aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, ça se sent dans le soin que vous apportez. Enfin, tu ne l'as pas évoqué précisément dans ta présentation, mais le soin que vous apportez au choix des matériaux, le façonnage, ce n'est pas uniquement la mise en page ou le côté plat du graphisme, mais c'est le moment où le graphisme devient peut-être du design graphique. Enfin, tu l'évoquais au tout début, de cette définition que tu t'appropries. En tout cas, cette manière d'avoir une posture en tant que designer graphique et pas graphiste, elle se ressent aussi dans la maison d'édition par le choix des matériaux, des supports, des encres, le travail récurrent de la bichromie. Enfin, il y a une forme de sensibilité radicale d'une certaine manière qui est assez intéressante dans ce travail. Et moi je me posais la question de comment vous faites en tant que maison d'édition, petite maison d'édition, pour arriver à un tel soin, une telle qualité d'objet façonné, et de continuer à pouvoir publier des livres d'une certaine manière. Enfin, le coût économique, enfin, comment vous vous y retrouvez dans ces choix? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire pour arriver à ce type de qualité d'objet? Voilà, il y a plusieurs choses. En France, on a la chance de pouvoir, de profiter en tout cas de nombreux systèmes de financement public. Ça, c'est indéniable, c'est-à-dire le Centre national du livre, le Centre national des arts plastiques, la région Île-de-France ou les régions aussi participent au financement de certains projets éditoriaux.
Ça, c'est très important de le souligner parce que beaucoup de nos livres sont soutenus publiquement. Alors, et beaucoup ne pourraient pas exister sans ce soutien, notamment les traductions qui demandent beaucoup de travail et sont forcément plus onéreuses. Et après aussi, c'est que on est éditeur indépendant et qu'aucun actionnaire nous demande de sortir 6 à 7% de bénéfices à l'année, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que cette structure qui est adossée au studio a pu produire ce catalogue-là. Alors, on espère toujours que la structure économique va pouvoir être autonome et elle commence à l'être. En tout cas, ça c'est certain. Parce que aussi, au bout de 10 ans, il y a un catalogue qui sont constitués, un catalogue de fonds, c'est-à-dire qu'on fait des long-sellers et pas des best-sellers. On ne va pas vendre sur 3 ans un livre à 100 000 exemplaires. Non, on va vendre sur 10 ans un livre à 5 ou 6 000 exemplaires. Enfin, et donc le livre qui est sorti il y a 5 ans permet aussi de financer les projets d'aujourd'hui et la structure en fait aujourd'hui. J'avais envie de rebondir sur le... Tu parlais de l'impression. On a vu brièvement des affiches de la commune et c'est celle du coup qui avait remporté le dernier prix de Grand Prix à Chaumont. Donc elles étaient exposées lors de la Biennale et on voit, enfin il y a une réelle qualité sur les choix d'impression. Il y en a même qui sont hyper impressionnants sur les vernis, sur les couleurs, etc. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout évoqué. Comment intervient la couleur? Est-ce que d'ailleurs ces affiches, elles sont d'abord destinées à la sérigraphie ou à chaque fois, pour chaque support, il y a vraiment une envie d'aller chercher des particularités? Alors sur ces affiches-là, qui sont imprimées chez les Arts Graphiques, c'est un imprimeur chez qui beaucoup de graphistes vont imprimer leur création, parce qu'en fait, toutes ces questions-là sont posées avec la structure industrielle, c'est-à-dire que notre travail est accompagné par cette structure et eux ont la maîtrise de l'outil industriel, nous amènent à certains endroits. Et c'est ce que Fanette Mélier ou Frédéric Techner peuvent dire aussi, c'est que cet endroit permet d'essayer des choses avec des techniques d'impression que d'autres endroits ne permettent pas, parce que les personnes qui les dirigent estiment aussi qu'on peut passer du temps à le faire, parce que le temps, ça a un coût, et eux se le permettent aussi. Donc, à partir d'un travail qu'on peut concevoir, le résultat imprimé est vraiment fait en dialogue avec les arts graphiques. Ouais. Ouais, juste, je vais faire rebondir parce que du coup les arts graphiques nous suivent aussi sur Combo Combo, où on a des moyens limités pour ces impressions et ils sont aussi partenaires. Je sais que tu parlais qu'ils étaient partenaires sur je ne sais plus quel projet. Le livre de Frédéric Techner. Ouais. Et ils font partie de ces acteurs qui, malgré tout, a d'abord une première mission qui est d'imprimer, mais qui finalement s'engagent aussi dans le graphisme. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le constat que que ça soit pour B42 et donc Backcover qui était là pour défendre le graphisme, que ce soit des festivals de graphisme ou d'autres maisons d'édition comme Syndicat qui publie la revue Faire, c'est quand même très souvent induit par des graphistes qui viennent défendre le graphiste. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres professions, je suis mal placé pour le dire. En tout cas, je trouve que c'est un constat extrêmement fort. Et heureusement qu'il y a aussi des imprimeurs et des institutions qui derrière se mettent à suivre et à donner et à aider ces structures fragiles à exister, à mettre des choses en place. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas ça nous permet de remercier Lille Design de nous permettre de mettre en place cette conférence. Peut-être demander son ressenti par rapport à cette remarque à Alexandre, et puis on conclura là-dessus pour les questions des étudiants ou du public, mais peut-être pas que des étudiants qui posent des questions.
Oui, enfin, nous, c'est comme ça qu'on a fait. C'est-à-dire, on s'est pris en charge, en fait. Parce que le travail, en tout cas sur les livres et le travail sur les conférences, peu d'institutions, dans mon souvenir, le faisaient. En tout cas, donc à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas fait et qu'on en a conscience et qu'on a un besoin, en tout cas, d'après moi, la meilleure chose à faire, c'est de le faire soi-même. Et parfois, c'est un peu fatigant, mais voilà. Mais en tout cas, c'est les projets qui existent. Et encore une fois, je pense que le point commun entre toutes ces personnes et ces structures, c'est le désir et le plaisir de créer du projet, en fait. Voilà. Merci, Alexandre. Merci. Merci. Alors on va se donner quelques minutes pour les questions des étudiants, mais aussi du public. Donc, bonjour, donc, moi c'est Charlotte, étudiante à l'ESAT de Roubaix. Et donc nous on avait une petite question, c'était de savoir est-ce que vous sélectionnez en fait vos clients et si oui, comment? Avant ou après Covid, en fait, c'est ça la question. En fait, dans l'histoire du studio, c'est vrai que le travail sur Dada était un travail clé. C'est vrai que ce travail nous a permis d'avoir d'autres commandes. Et on a beaucoup travaillé sur des sujets dans le domaine, sur des travaux dans le domaine culturel, parce qu'aussi on a étudié dans des écoles d'art. Dans des écoles d'art, on se fait des amis, et que après ces des amis deviennent artistes ou travaillent dans des structures culturelles. Et donc c'est aussi comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai qu'en France, c'est assez difficile, une fois qu'on est identifié dans un domaine aussi, c'est-à-dire que si on fait un livre dans l'art contemporain, quelqu'un qui a un musée d'histoire populaire, je ne sais pas dans quelle ville, va avoir du mal à imaginer qu'on va pouvoir faire un livre pour ce musée-là. Alors là, je parle en plus d'édition dans les deux cas, mais c'est vrai que c'est parfois difficile en fait d'arriver à changer d'endroit. Donc voilà, donc longtemps on a sélectionné, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas on n'a pas choisi, ou on n'a pas eu à choisir les projets. On en a refusé certains, c'est sûr. Et voilà, et ensuite il y a certains projets qu'on provoque, qu'on va chercher, ou qu'on peut solliciter ou se manifester, etc. Après, la question de la sélection, non, pas vraiment. Enfin, oui, évidemment qu'on sélectionne, mais je veux dire, c'est pas vraiment on n'a pas une grille déterminée de sélection de projet, quoi. Voilà. Moi, du coup, c'est Rémi, je suis aussi à l'ESAT de Roubaix. Et ce que je me demandais surtout, c'est comment on se lance en sortant des études dans un projet comme un studio. Et surtout, vous parliez d'amitié qui fait que vous arrivez à avoir des projets comme Dada, mais c'est quand même des institutions qui sont très, très ancrées. Et comment on arrive en tant que studio débutant à répondre à ces demandes-là? Oui, comment on se lance en fait? Je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est quoi l'état d'esprit, quoi? Alors, tout le monde veut la recette là. La recette, ouais. Je l'ai oublié, la recette. Alors, en 2001, parce que je suis... en tout cas, je parle du moment où nous, on a démarré avec très très peu de moyens, et on a eu la chance d'avoir un client qui était une revue de musique qui s'appelait Magic, qui était un mensuel qui paraissait en kiosque,
et qui nous a permis de démarrer, en fait, d'avoir un fixe pendant un certain temps, en attendant d'avoir d'autres opportunités et d'autres travaux. Et ensuite, ça a été essentiellement du bouche à oreille ou des rencontres. Alors, Dada, on est arrivé sur ce projet, c'était suite à un concours, c'était un appel d'offres qu'on a remporté, c'est un des premiers qu'on avait remporté, et il se trouve que une des personnes qui travaillait dans l'équipe éditoriale gardait des éléments que certains graphistes pouvaient envoyer à la direction des éditions, et nous, on avait envoyé quelques objets, un dépliant qui présentait nos caractères typographiques, ou des petits carnets qu'on faisait imprimer sur des marges de travaux. Et c'est comme ça que dans le placard, elle nous l'a raconté elle-même, c'est comme ça qu'elle a trouvé notre travail dans le placard et qu'elle a proposé à ce qu'on participe à cet appel d'offres. On avait déjà fait aussi quelques ouvrages quand même dans le domaine de l'art. Et voilà, et ensuite, comment on se lance aujourd'hui, je ne sais pas, en fait. Nous, on a commencé tout de suite après la sortie de l'école, avec beaucoup d'expérience de stage, parce que moi j'ai fait une formation qui était à l'époque professionnalisante, qui s'appelait le DNAT, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui imposait 6 mois de stage sur 2 ans, ce qui était beaucoup. Donc l'été, c'était des étés consacrés au stage, soit dans des maisons d'édition, soit dans des imprimeries ou des studios. Et c'est quelque chose que j'ai continué aux Arts Déco après, même si ce n'était pas obligatoire. Et les stages, c'est un moyen de rencontrer des gens aussi, et voilà, et des personnes chez qui j'ai été en stage. Certaines, j'en vois encore toujours aujourd'hui. Enfin, voilà, ce qui est important, c'est les rencontres. Et après, c'est de savoir aussi un petit peu ce qu'on veut faire, je pense. Mais je ne sais pas si je conseillerais aujourd'hui chacun après a aussi son désir qui est plus ou moins fort, en tout cas d'autonomie, mais moi c'est peut-être que... En tout cas, je trouve que c'est intéressant de travailler aussi dans une structure qui est déjà organisée, parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Nous, on a perdu beaucoup de temps à apprendre ce qu'on devait faire, en fait. Donc ça a été très très empirique, alors que passer 2-3 ans dans une structure, ça permet de prendre des raccourcis aussi, notamment en termes de méthodologie et tout ce qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école et qui fait la réalité du travail. Savoir faire des bons prix et des prix pas cassés. Voilà, tout ça, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on commence qu'on doit être mal payé, c'est ça que je veux dire. Merci. Voilà, je me présente, je m'appelle Jeanne, je suis en DSA à l'ESSAD de Roubaix. Et en fait, je suis en DSA 2 et donc on est en train de faire notre mémoire et on se questionne donc sur notre futur métier de graphiste. Et l'une de mes camarades travaille sur la responsabilité du graphiste, vu que pendant nos études et même autour de nous, on est vachement sensibilisé à toutes ces questions de l'écologie ou autres, autant dans notre production que dans le message qu'on veut transmettre à travers nos productions. Et du coup, vous, en tant que graphiste, est-ce que vous vous sentez responsable ? J'ai un joker ou pas ? Évidemment. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la question de la responsabilité, elle peut être placée à différents endroits, mais pas que sur la question de l'écologie, puisque ça, il me semble qu'on est tous concernés et pas que les graphistes. Et donc, oui, on peut faire des efforts tous à nos échelles, mais c'est un effort, à mon avis, qui doit être beaucoup plus... et qui doit être contraint à un moment donné dans notre vie. Mais après, sur la question de la responsabilité, oui, quand quel que soit le projet qu'on prend entre nos mains, on le prend avec une forme de sérieux, certainement, en tout cas de façon responsable,
en pensant à la personne destinataire. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la personne qui va avoir l'objet ou le message entre ses mains. Et surtout, ce qui est important pour nous aujourd'hui, et souvent c'est une bataille qu'on peut mener avec des personnes qui ont été formées dans des écoles de commerce et qui intègrent ensuite des directions qu'on appelle direction marketing, c'est que c'est pas en simplifiant le message que la personne va mieux l'apprécier, mieux le comprendre, etc. C'est pas parce qu'un message est trop simple. Et justement, un message trop simple, pour nous, c'est ne pas considérer la personne, c'est-à-dire penser que la personne n'a pas une intelligence propre pour comprendre une forme de complexité qui l'amènerait ailleurs, en fait. Et voilà, pour nous, la responsabilité, elle est là, essentiellement, en tout cas au départ. Et ensuite, la responsabilité politique. Et c'est en ça aussi que je parlais de graphisme, c'est-à-dire qu'il y a une tradition en France de l'affiche politique, etc. Et en tant qu'étudiant, moi j'ai beaucoup souffert des sujets, le racisme c'est mal, etc., où on nous demandait de faire des images sur le racisme. Et je trouvais ça très difficile et surtout inintéressant. Et la responsabilité politique aujourd'hui, nous on la met dans ce qu'on peut publier aussi avec la maison d'édition, voilà, très clairement, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est essayer de construire une forme de diversité dans le catalogue qui pose question. C'est-à-dire qu'un livre, pour nous, doit poser une ou plusieurs questions, en tout cas, mais l'intérêt de ces publications, c'est poser des questions. Alors, poser des questions à travers le texte, mais poser des questions, comme je le montrais, à travers la mise en forme de ce texte. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les grands groupes d'édition, moi, je suis assez catastrophé par ce qui est produit, parce qu'il y a une richesse de créateurs qui est inexploitée, en fait, complètement. Et parce que il y a si on va plus loin que ça, de mon point de vue, sur certaines expériences, j'ai du mal à comprendre comment des personnes qui ont été formées à l'université, qui peuvent être chercheurs ou chercheuses, voient la complexité de certaines questions dans leur sujet et ne voient pas que dans la mise en forme, en fait, de leur travail, une certaine forme de complexité peut exister et accompagner leur travail. Et voilà, c'est aussi à cet endroit-là que moi je placerai cette question à la responsabilité. Designer graphique et intervenant en école. Vous nous présentiez tout à l'heure le projet La Commune Aubervilliers, en précisant que récemment vous pouviez animer en fait vos posters sur les réseaux sociaux, etc. Moi j'ai une question, quelle place vous faites du coup après 20 ans de conception et de création graphique, quelle place vous faites à l'arrivée des nouvelles technologies comme l'animation, le motion design et la 3D dans votre création graphique? La place est assez récente. En fait, alors, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important de parler de la façon dont on est structuré et, dans le studio. Donc, moi, j'ai un associé qui s'appelle Ghislain Triboulet, qui était sur la photo là, que vous avez vue tout à l'heure. Ensuite, il y a une personne qui est manager de studio, enfin, ce qu'on appelle comme ça, qui s'occupe de la relation avec l'extérieur essentiellement et de la vie du studio. Et ensuite, on a comme collaborateurs trois ou quatre graphistes, parfois des stagiaires. On m'a dit qu'il y avait des étudiants de Cambrai, je ne sais pas si... Voilà. Donc on a eu un stage d'un étudiant de Cambrai récemment qui lui aussi a travaillé sur ces sujets-là. Et ensuite, à la maison d'édition, on est trois avec
deux salariés, Julia Lamotte et Jeanne Le Bastard. Voilà. Et donc, pour répondre à cette question, parce que effectivement, l'arrivée ou la multiplication, en tout cas, des réseaux de diffusion et de communication multiplie aussi le temps de travail. Et donc, effectivement, ce travail supplémentaire d'animation est fait par soit storyboardé chez nous et ensuite fait par une animatrice, un animateur, ou Antoine qui était en stage, ou d'autres personnes. Ouais. Donc tout ça pour dire que effectivement, dans ce que vous avez vu, nous, on vient de la chose imprimée, très clairement. Après, le site internet, c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup. Mais on fait en tout cas des projets d'animation quand ça concerne des projets de communication dans leur globalité. Et en revanche, on ne fait pas de 3D. En fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui est oublié, mais c'est que déjà, notre métier regroupe un certain nombre de métiers qui étaient partagés avant. C'est-à-dire que quand un client aujourd'hui me demande de passer une image en CMYN ou en noir et blanc, c'était pas mon métier si j'avais travaillé avant l'arrivée de la machine en fait informatique. Et en fait, on cumule déjà un certain nombre de métiers. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire en fait. Voilà, qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Voilà. Donc si on peut effectivement dessiner ou imaginer des animations, c'est pas forcément nous qui les faisons nous-mêmes. Bonjour, donc je m'appelle Éléonore, je suis une ancienne de l'ESAT, je suis graphiste maintenant. Moi j'aurais une question sur votre expérience au Japon. Comment vous avez abordé en tant qu'étranger, on va dire, la langue et le signe japonais graphiquement? Parce que c'est quand même une façon d'écrire tant dans le sens, dans la façon que chaque signe signifie quelque chose qui est quand même vachement différent de notre alphabet à nous. Donc comme vous ne l'avez pas vraiment évoqué, je me demandais si c'est quelque chose que vous aviez aussi travaillé, expérimenté lors de votre séjour là-bas. En pratique de la forme, vous voulez dire? Oui, graphiquement, oui. Pas du tout, non. Pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y a il y a d'abord une fascination. Après, il y a aussi une forme de... C'est assez reposant, en fait, de ne pas comprendre. Et après, c'est très, très frustrant, par contre. C'est-à-dire, au moment où on veut aller plus loin, là, moi, je me sens très assisté tout le temps dès que je veux lire ce qui est écrit sur un document ou sur un site internet. Voilà. Donc, ça peut être un gros flou et en même temps c'est assez reposant et voilà, et à chaque fois que là quand j'entends Bunpei parler, c'est devenu une forme familière de musique, mais je comprends absolument rien, même si bon, je peux quand même me débrouiller quand je vais au restaurant ou dans un bar, mais c'est très très limité et c'est la limite de l'exercice, c'est-à-dire s'intéresser au design graphique, c'est-à-dire à ces formes imagées de la communication et de la mise en forme de contenu dans des alphabets qui nous sont étrangers, c'est une vraie limite, quoi. Voilà. Donc là, pour le travail avec le Japon, je suis toujours accompagné de quelqu'un, ouais, effectivement. Y a-t-il d'autres questions du public ? Bonjour, je me présente Charlotte, j'ai étudié le design graphique et aujourd'hui j'étudie le motion design. J'aurais une question sur les contraintes techniques du métier. Dans notre monde contemporain, on a beaucoup de problématiques et d'évolutions, que ce soit de langage ou sociétal, d'inclusion et aussi d'environnement. Comment vous abordez ces questions dans vos productions et dans les conceptions, par exemple des livres ou autres? Il y a plusieurs questions dans la question. Je pense
Sur la question d'inclusif, par exemple, alors on n'est pas passé en inclusif sur la totalité de la production des éditions B42, mais uniquement sur les sujets qui le demandent en fait. Voilà. Après, on a commencé par un inclusif assez riche et à mon sens trop compliqué. Et on est passé sur un inclusif plus léger, mais auquel on fait attention, ça c'est sûr. Tout en ayant conscience qu'il y a c'est une vraie contrainte et ça demande un effort, en tout cas pour les lecteurs et les lectrices de lire ces textes en inclusif. Et ensuite, l'autre partie de votre question. L'autre point, c'était sur l'environnement, l'impact des productions graphiques, que ce soit dans la conception ou dans l'impression, les supports, les encres. En fait, il y a beaucoup d'imprimeurs qui ont déjà fait des efforts. Hein. C'est-à-dire que les encres végétales sont quand même très développées. Quand on a imprimé le livre Oiseaux, donc c'est des oiseaux de Jochen Garner, on a imprimé ça pas très loin chez Cassochrome. Et en fait, ils venaient de supprimer leur bac de chimie pour révéler les plaques en fait. Et je crois que c'est ACFA qui vient de mettre en place un système où la plaque se révèle au moment où elle tourne sur la machine. Et c'est les tours de machine qui font révéler en fait l'image gravée. Donc oui, effectivement, quand j'ai vu ça, je me dis tiens, mais on va plutôt venir ici parce que il y a moins de produits chimiques, etc. Mais c'est à notre échelle, c'est très. On peut faire attention, mais ça reste quand même, comme je disais, assez difficile et surtout en ce moment aussi, il y a d'autres questions qui se posent sur la disponibilité des matériaux. On est aussi affecté par ça. Donc oui, la prise de conscience, elle est réelle. Après, on ne va pas inventer... je ne sais plus quelle agence a fait je crois que c'était pour les JO de 2024, là. C'est une agence qui revendique le fait d'utiliser moins d'encre ou du magenta, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est un vrai discours marketing qui est complètement... Enfin, c'est du bluff, quoi. Mais... Voilà. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Vous avez évoqué la typographie que vous avez utilisée pour l'affiche de la commune avec Together, là, la dernière en date, qui est extraite d'une typographie que vous avez retrouvée en Grèce. Donc du coup, je me demandais comment vous aviez trouvé cette typographie et si peut-être vous, dans vos activités futures, vous envisagiez vous-même de créer une fonderie. Le Graal, la fonderie. Non, en fait, on a toujours eu cette curiosité pour la lettre mal faite, quelque part. Après, c'est plutôt Gaël Etienne qui, quand il était là, dessinait les caractères. Et aujourd'hui, c'est Alex Chavot qui travaille avec nous, qui s'occupe du dessin de caractères. C'est-à-dire que si certains d'entre nous peuvent trouver des formes, en tout cas faire des photographies, c'est avec un dessinateur de caractères qu'on va le développer. Voilà. Et on n'a pas l'intention de créer de fonderie, non. Là aussi, il me semble que c'est devenu un travail à part entière parce qu'il y a énormément de fonderies et que pour que économiquement ça fonctionne, parce que c'est un travail qui est très exigeant, même s'il a été en partie automatisé, il y a aujourd'hui beaucoup de concurrence. Merci. Bien, merci beaucoup. Je propose de poursuivre peut-être les échanges de façon un petit peu plus informelle, voilà, ici ou juste à côté. Merci. Merci beaucoup.